Retour sur le plateau de la Batina Lalekou et nous sommes avec notre invité du jour, Djibril Tatala. Bonjour Monsieur Tatala. Bonjour Amadi. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on va parler tantôt de votre plantation. Très bien. D'où vous est venue cette idée de plantation? C'est, on va dire, la consécration d'un rêve d'enfance. J'ai eu la chance d'avoir eu comme grand frère un ingénieur agronome et qui très tôt m'a traîné partout avec lui et qui très tôt m'a fait aimer l'amour de l'arbre, de planter. Et donc, je continue avec ça, malgré mes études universitaires qui m'ont amené à embrasser d'autres métiers. J'ai toujours eu cette passion-là de planter et de partager cette passion avec les autres. Alors, pour parler de la passion, on va regarder votre reportage et on revient. De reboisement sous l'impulsion du coordinateur du projet Primagro, Djibril Tatala, se veut promoteur de l'agroforesterie. Cette forme d'agriculture mélange dynamiquement la sylviculture, la culture céréalière et l'élevage investi par ce fils de Moïsala, Djibril Tatala, est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques visant à créer, renouveler, améliorer un peuplement forestier accompagnant la croissance naturelle des arbres vers une production de bois d'œuvre à travers des services de qualité paysagère, protection des sols, activités de transformation industrielle, d'accueil et de loisirs sans compromettre l'avenir de l'écosystème forestier. Au total, 10 000 arbres de karité, 6 000 palmiers et ananas importés du Bénin, macadam du Kenya, 5 000 pieds de manguier seront mis en terre. Le secrétaire général du département de Baksara, Djekodom Mbaindigim Amon, d'apprécier à sa juste valeur l'initiative de ce fils de Baksara qui investit dans le domaine de l'agroforesterie. Cet investissement ou retour à la terre traduit le vœu du maréchal Izidébi Itno qui oriente ses compatriotes aux activités agricoles. Retour sur le plateau de l'émission Lalekou et c'est après avoir suivi ce reportage, un ancien reportage mais qui parle de cette plantation agricole. Monsieur Djibril, c'était où? C'était à Moïsala? C'est à Moïsala, moi je suis natif de Moïsala, et là précisément c'est à Gourou, donc à 6 km de Moïsala. C'est l'ancien espace de la Coton-Tchad qui m'a été retrocédé et maintenant j'ai investi sur quelques centaines d'hectares le début de ces projets. Donc on est à la 3e année et les choses, on va dire, avancent tant bien que mal. C'est un projet, donc avec tous les aléas, comme vous devrez le savoir, mais ça tient. Mais comment a été surtout le début? Le début a été un peu laborieux. Moïsala, pour vous signaler, il y a quand même à près de 800 km de N'Djamena, avec des difficultés d'accès. Et j'ai comme l'impression aussi qu'il y a deux mondes. Il y a le monde rural et puis il y a le monde citadin. C'est-à-dire que les uns se méfient de l'autre. Et donc les gens, dans un premier temps, n'avaient pas compris que quelqu'un puisse laisser tout son confort, on va dire, de la ville pour venir rester dans ce monde rural, donc pas toujours dans la boue. Mais c'est un challenge. Et moi, j'ai toujours eu... je savais qu'est-ce qui m'attendait comme difficulté. Et ça m'a pas fait peur. Donc, je suis allé. Parce qu'en fait, c'est le seul chemin qui nous reste, nous, jeunesse, nous, pays africains, à explorer. C'est-à-dire être dans sortir cette voie du développement, de l'autosuffisance alimentaire et autres. Et il n'y a pas d'alternative. On est obligé de passer par là. Et donc, de ce fait, tout le monde n'est pas obligé de rester dans un bureau. Et il faut aller dans le monde rural parce que c'est là où il y a les potentialités, c'est là où il y a des marges de valeur ajoutée. Et il faudrait absolument que ça soit multiplié, cet exemple, un peu partout dans tout le Tchad. J'ai voulu faire un projet pilote pour montrer qu'on peut être un ingénieur et puis laisser aller amener cette capacité, cet ensemble d'expériences aussi pour le monde rural, parce qu'il y a du potentiel. Le Tchad, c'est un pays immensement riche, avec des potentialités totalement inexploitées, et ça va être une aberration que nous, aujourd'hui, jeunes managers, entrepreneurs,
ne puissons pas investir ce domaine-là et puis se dire oui, ce pays-là va réussir grâce à l'agriculture et non pas au pétrole. Et la chance que nous avons, cette chance immense que nous avons, c'est l'eau. On a facilement accès à l'eau et l'eau est une richesse incommensurable. Et le Tchad est très riche en eau. Alors imaginez-vous un pays comme l'Arabie Saoudite, vous allez creuser à 4000 km, vous ne trouvez pas de l'eau. Ils sont obligés d'amener de l'eau à boire dans des tankers de la Turquie ou bien de dessaler l'eau de mer. Alors que nous ici, on a des fleuves souterrains et qui sont totalement inexploités. Donc c'est en matière de prospective, il faut aller vers là. Et j'invite vraiment tous ceux qui me suivent de ne pas voir l'agriculture comme un parent pauvre du développement. Au contraire, la Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils ont des singles, des jingles pour te dire le succès de ces pays, la Côte d'Ivoire, est basé sur l'agriculture. Donc nous aussi, il faut copier avec fierté ce qui marche chez les autres, il faut aussi l'implanter chez nous. Le succès futur de ces pays doit dépendre aussi de l'agriculture. Monsieur Tatala, pour revenir un peu à vous, on sait que vous avez mis du temps dans les télécoms. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous lancer dans l'agriculture, plus ou moins. C'est un risque, c'est de le vouloir. Vous avez souligné tantôt que quitter le confort de la vie, laisser toutes ces choses, on va dire, c'est quand même un défi à relever. On sait que la plantation prendra du temps. C'est pas comme, on va dire, planter l'oseille, du piment. Ça prend en tout cas des années. Des années. Vous avez cette patience-là d'attendre. Madi, quand on veut aller loin, il faudrait commencer à poser le premier pas. Et c'est jamais dans la facilité. C'est jamais dans la facilité et c'est un chemin que quelqu'un doit ouvrir. Ces risques-là, il faudrait que quelqu'un le prenne pour montrer aux autres que suivez-moi. C'est le seul chemin. Et pour moi, dans les télécoms, on a une matière qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire que vous anticipez ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans dans les télécoms. Et donc aujourd'hui, les télécoms, il a fait son développement, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. À un moment donné, vous n'aurez plus besoin des opérateurs de téléphonie mobile. Vos téléphones même peuvent se connecter entre eux. Donc vous n'aurez pas besoin nécessairement d'un central pour faire. Et de ce fait, aussi en termes d'économie, il faudrait se prospecter. Aujourd'hui, on parle de la zone de libre-échange en Afrique. Mais le Tchad, qui fait partie aussi de l'Afrique, va être capable de produire quoi? De fournir quoi au reste de l'Afrique? Alors que nous, on a aujourd'hui des qualités qui sont la qualité de qualité au Tchad est l'un des meilleurs au monde. On a la possibilité aussi de faire des noix de cajou à travers donc les anacardiers. Coton. Pardon? Le coton. Le coton, moi je n'adhère pas tellement à ça. Moi je suis en train de voir que dans ces pays, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir beaucoup visité d'autres pays africains. Et j'ai vu comment est-ce que les choses, à partir des choses simples, puissent vraiment constituer une force de développement importante. Des pays comme le Rwanda, qui est un petit pays, qui a presque le même PIB que le Tchad, et ils ont simplement que du café, du thé, et puis le tourisme. Et nous, on a cette capacité de faire beaucoup de choses en dehors de ça. Et il faut aller vers le monde, sortir la ruralité de son sous-développement actuel. Le coton, je ne suis pas tellement sur ça. Il faudrait aller aussi vers les plantations. Parce que les plantations, comme vous dites, Madi, dans un premier temps, c'est un peu souffrant, mais à longue, c'est porteur. Parce que quand ça commence à produire, vous en avez pour 50 ans d'exploitation. On ne va pas dire tranquille, mais vous allez juste aménager un certain nombre de choses et ça va vers là. On dit la terre ne trahit pas, donc il faut surtout attendre. Mais Monsieur Djibrine, où en est-on maintenant avec votre plantation? La plantation, elle continue, comme vous avez souligné tout à l'heure au départ. Pour vous donner une idée, la première année, on a mis 10 000 plantes. C'est 10 000 plantes. Quelque temps après, les 9 000 ont été détruits par les bêtes, par les animaux en divagation et autres. Il a fallu encore replanter 10 autres 1000 plantes. Quelque temps après, 5 000 sont partis. Il faut encore, cette année, on a encore planté une dizaine de milliers de plantes. Mais ça continue. Mais la chance que nous avons au Tchad, aujourd'hui, si vous prenez la fiche technique de l'anacardier en Côte d'Ivoire, par exemple, produit à partir de 4 ans. Mais à Moïsala, en 2 ans, on a commencé déjà à produire des anacardiers. C'est vraiment extraordinaire. Et on a des cacaos
qu'on a amené du Cameroun et ça pousse et ça donne des cabosses. On a essayé le café, on a fait les avocats. Donc, c'est-à-dire on a des potentialités inexploitées et sur lesquelles l'avenir du Tchad peut se reposer. La seule difficulté auquel on est confronté, c'est qu'on est dans un monde, ici au Tchad, où on ne supporte pas les entrepreneurs agricoles. Ouais. Il n'y a pas de banque, où il n'y a pas de... C'est-à-dire tout ce que j'ai fait comme investissement, c'est sur mes fonds propres. Je n'ai pas reçu un seul centime de qui que ce soit, d'où que ce soit. Et ça n'aide pas. Parce que si j'avais reçu, quel ne serait-ce un prêt bancaire, ça pourrait me permettre de faire des raccourcis et aller pérenniser cette plantation beaucoup plus tôt. Mais à l'heure actuelle, avec les moyens dont on dispose, qui quand même ne sont pas négligeables, on arrive à avancer d'année en année. Le terrain, l'espace, c'est combien d'hectares? Alors, aujourd'hui, on a sur 300 hectares, on a commencé avec une 50aine d'hectares qui sont exploités à l'heure actuelle, qui sont clôturés. Et ça aussi, c'est un investissement parce que pour protéger les jeunes pousses, il faudrait dans un premier temps. Et puis les gens ne vous aident pas. C'est-à-dire que cette mentalité de participer pour l'écosystème, pour le développement qui pourrait être porteur pour tout le monde, les gens ne l'ont pas intégré et nos paysans ne l'ont pas intégré. Et quand vous venez en tant qu'entrepreneur, on pense que vous êtes une ONG. Et une ONG, c'est-à-dire qu'elle a des fonds à dépenser. Oui, oui. Et alors que, quand vous venez avec des structures de prix, pour être raisonnable, parce que vous avez vos analyses que vous faites pour le projet, et vous le faites de vos poches, les gens ne vous comprennent toujours pas. Oui, mais les autres nous payent comme ça et toi, tu veux nous payer comme ça. Alors donc, du coup, c'est un gros problème parce que je trouve qu'à la limite, il y a un cercle vicieux qui est fait à l'intérieur et c'est amené par les ONG. Parce qu'ils mettent le paysan sur un niveau, je ne vais pas dire de paresse, mais de non prise en compte de sa vraie valeur et la vraie valeur des choses. Tout le monde veut s'enrichir très rapidement et le plus gros possible. Et ce n'est pas possible. Monsieur Tatla, de la ville à la brousse, comment se passe la relation avec les paysans? On va dire les autochtones. Alors moi, vous êtes aussi autochtone de toute façon. Merci, oui. Alors moi, ces projets, je l'ai eu à cœur et je voulais vraiment le faire à Moessala pour la simple raison que je vais souvent, je passe tous mes nouvel an à Moessala, donc en pleine brousse, on va dire, avec mes parents. Et puis, je me suis dit, chaque fois quand je viens, tout le monde te sollicite, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ouais. Et il y a moyen de casser ça. Il y a moyen de casser ça, c'est-à-dire de mettre ce que j'ai vécu des vingtaines d'années à l'étranger. Je suis venu, j'ai fait le choix de revenir vivre au Tchad. Et j'ai fait le choix de partir à Moessala pour dire, OK, une partie de ma vie, je vais la consacrer aux miens. Donc, aller vers eux. Et essayer de faire un jeune venture. J'amène, et pour qu'on puisse arriver. Alors à ce moment-là, pour répondre à votre question, c'est plutôt moi qui donne. Je ne reçois pas encore, mais les gens sont en train de me voir, ils sont en train de m'étudier, et moi, je suis, comme je dis, je suis venu pas pour essayer et partir, je suis venu pour rester. Donc on va s'habituer. C'est dur pour moi, mais ça va aller. Alors, vous avez un dernier mot, surtout à dire... C'est que le dernier mot que j'aurais à dire, c'est de croire aux potentialités de notre population, de notre jeunesse. Le développement a besoin de paix, le développement a besoin de l'unité de tout le monde. Et ces Tchad-là, il faudrait qu'on le construise de la manière la plus sérieuse possible. Et l'agriculture peut être un apport vraiment considérable pour qu'on puisse voir sortir comme Dubaï, comme des autres pays, sans complexe. Si on ne les dépasse pas, ils ne peuvent pas nous dépasser. Et on a tout ce qu'il faut. On a les hommes, on a les terres, on a l'espace. Et c'est à nous de nous mettre au travail, de retrousser les manches et puis de travailler. C'est le travail qui va nous aider à avancer. Et il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde croit à l'agriculture. L'agriculture ne doit pas être laissée pour un parent pauvre. L'agriculture, aujourd'hui, le Tchad peut livrer le monde entier en sésame, le monde entier en arachide. Mais c'est le Nigeria qui capte aujourd'hui nos exportations, ou le Soudan de l'autre côté. Ils le mettent dans leurs statistiques et eux, ils profitent de la valeur ajoutée. Ils le transforment. Nous, on ne le transforme pas. Et il faut aller vers la transformation. Et c'est à ces stades qu'on va pouvoir véritablement
dire que on peut maintenant, sur le PIB, pouvoir définir et de pouvoir aussi se projeter dans l'avenir de comment est-ce que l'agriculture peut vraiment lutter contre la pauvreté. Et il y a moyen à faire. Merci. L'agriculture. Merci, M. Djibril Tatala.